Et toi, on te voit là? Normalement, non. Voilà. Bon, alors je vais admettre le dernier. Voilà. Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue donc sur Ostéostructure, une vidéo aujourd'hui consacrée au sacrum, tout l'aspect neurophysiologie. Ton ordi ou pas? Voilà, je me Pour écrire des présente, trucs. je suis Olivier Pirot, Pour j'organise écrire des trucs? Oui. Ça va? Structure, Je les sens. et on va donc parler aujourd'hui du sacrum et de son intérêt neurophysiologique. Donc avant de commencer cette conférence, je vous demanderai par contre de couper vos micros pour que ce ne soit pas trop le brouhaha. Si vous voulez me poser des questions, utilisez donc le mode conversation, ce sera plus facile pour tout le monde. J'enregistre cette vidéo, donc normalement elle sera disponible s'il n'y a pas de bug. Comme la fois dernière, elle sera disponible en téléchargement. Il n'y a pas de souci, vous pourrez la revisionner et je vous donnerai également donc, le PDF correspondant à cette petite conférence. Donc, j'organise régulièrement des conférences sur divers sujets. On a pu voir ensemble le système neurovégétatif, on a pu voir l'aspect de la chaîne montante, on a pu voir aussi une conférence sur la pédiatrie, on a pu voir une conférence sur les techniques de tissu mou de rebroutement. On avait déjà fait donc une conférence au mois de novembre, si je me souviens bien, sur le sacrum, cette même conférence d'ailleurs. Et vu que l'accès est limité par Zoom à 100 personnes, certains d'entre vous n'avaient pas pu y accéder. Et il y avait eu un petit problème d'enregistrement. Donc c'est pour ça que je vous repropose de nouveau cette même conférence sur le sacrum et son aspect neurophysiologique. Donc, on attend encore les quelques derniers. Voilà. Quelques derniers. J'arrive parce que, dis donc. Ce qu'on va faire. Je t'ai piqué ton chargeur. Vous pouvez venir prendre le relais, je vous mette Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai éteint le micro de tout le monde. Vous m'entendez tous? Pas de souci? Écrivez-moi si tout va bien. Faites-le que par écrit et coupez les micros. Ok, c'est bon. Voilà. Donc la conférence va durer une bonne heure et demie à peu près. Voilà, le but est de faire des conférences d'une heure et demie. Donc on en a à peu près jusqu'à midi et demi, grosso modo. Je n'ai pas le timing précis en tête, mais on en a à peu près pour une heure et demie de conférence, une heure et demie de conférence. Et il sera tout à fait possible de toute manière de m'envoyer un mail où si certains ne peuvent voir la conférence en entier, comme je vous l'ai dit, ils pourront la retrouver en téléchargement sans problème. Donc on va démarrer ce cours cet aspect du sacrum neurophysiologique. Justement, la première chose que je tiens à préciser, c'est que ce n'est pas un cours, ça n'a pas vocation d'être un cours. Je ne prétends pas détenir la vérité en toute humilité. Je vous propose aujourd'hui, donc ce dimanche matin, une réflexion personnelle sur le sacrum, vue par mon expérience de plus de 20 ans de cabinet. Je vous propose donc d'analyser ensemble l'anatomie, la neurophysiologie, la neurologie, les liens mécaniques, et de voir un peu ce qu'on peut faire proposer un peu ce qu'on peut faire comme technique à travers donc cette analyse tout simple de l'anatomie. Je m'aperçois, donc je suis enseignant en ostéopathie dans diverses structures, et je m'aperçois souvent que malheureusement aujourd'hui l'ostéopathie s'éloigne parfois un peu de choses simples et s'éloigne un peu de l'anatomie. Et finalement, on arrive parfois à des débats un peu stériles sur le fait que bien sûr, il y a d'autres choses, il
il y a une autre vision des choses dans l'ostéopathie. On est bien d'accord que l'émotionnel prend une part importante dans le traitement, qu'il y a il y a des variables de régulation extrasystémique qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a l'énergétique, il y a le métabolisme, il y a tout ça qui vont bien sûr rentrer en jeu dans la plainte du patient et qui vont faire que, effectivement, parfois, cette plainte est compliquée à traiter, à soigner et à comprendre. Mais moi, je pars du principe que il faut au moins connaître les bases et que ces bases sont importantes et que les bases, on les retrouve justement dans l'anatomie, la neurologie, la physiologie et que avant de commencer à faire compliqué, essayons déjà au moins de faire simple. Voilà, ça c'est déjà une première chose. C'est justement analyser les variables de régulation simples, les variables de régulation qui sont décrites quelque part dans la littérature depuis déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, puisque l'anatomie n'est pas d'hier. Déjà, Léonard de Vinci avait commencé à décrire un peu sur de très jolies planches l'anatomie humaine. Donc l'anatomie n'a pas 10 ans, elle a plusieurs siècles. Et je pense qu'en analysant déjà l'anatomie d'une pièce osseuse comme le sacrum, on pourra déjà comprendre beaucoup de choses. Mais encore une fois, attention, je suis tout à fait conscient qu'il n'y a pas que l'aspect anatomique, que l'aspect physiologique. Il y a bien sûr aussi le sacrum émotionnel, le sacrum métabolique. Ça fera peut-être justement l'occasion d'une seconde conférence sur justement un aspect un peu plus psychosomatique de cette pièce osseuse. On va donc commencer tout simplement par analyser déjà le sacrum mécanique et son système ligamentaire. Nous allons voir qu'effectivement le sacrum a un système ligamentaire très riche, très puissant. C'est sûrement l'endroit du corps humain où le système ligamentaire est le plus développé. Et nous allons essayer ensemble de comprendre pourquoi et quelles vont être justement l'importance de ce système ligamentaire. Nous avons donc au niveau des ligaments sacrés plusieurs systèmes, plusieurs types de ligaments. Alors, nous avons les ligaments bien sûr sacro-iliaques. Alors les ligaments sacro-iliaques sont divisés en 3 parties, les postérieurs, les antérieurs et bien sûr les ligaments interosseux. Nous avons aussi les ligaments sacro-tubéraux, les ligaments sacro-épineux et dans un autre un peu en dehors du sacrum, mais quand même avec des expansions importantes sur le sacrum, les ligaments iliolombaires. Donc, si on résume un peu le système ligamentaire au niveau du sacrum, on a un système un peu divisé en 3 parties. Un système qui va être lié directement du sacrum à l'ilium par rapport à la sacro-iliaque, tout simplement les ligaments sacro-iliaques qu'on va étudier dans un premier temps. Un autre système qui va plutôt être sagittal, qui va plutôt avoir une position transversale par rapport au plan sagittal, ligaments sacro-tubéraux et sacro-épineux. Et un troisième système qui va à la fois lier le bassin au système lombaire et qui va un peu cloisonner, verrouiller ces dernières lombaires, L4 et L5, avec le bassin qui sont les ligaments iliolombaires. Nous allons donc, dans un premier temps, analyser un petit peu ce système ligamentaire. On va commencer tout simplement par les ligaments sacro-iliaques antérieurs. Bien sûr, ils sont bilatéraux, ils sont de chaque côté. Ils sont constitués de 2 faisceaux, un faisceau antéro-supérieur qui va partir de l'aileron sacré jusqu'à la partie postéro-interne de la fosse iliaque, un faisceau antéro-inférieur qui part des 2-3 premières foramènes sacrées antérieures jusqu'à la partie postérieure de la fosse iliaque en dessous du faisceau antéro-supérieur. Et ces 2 faisceaux sont aussi appelés des freins de nutation supérieure et inférieure, car ils vont limiter bien sûr le mouvement de nutation, c'est-à-dire le mouvement de basculement antéro-postérieur du sacrum par rapport à un axe transversal. Donc, ces ligaments sacro-iliaques antérieurs, comme on peut le voir sur le schéma, sont très puissants, sont très fortement représentés et sont très épais.
Alors bien sûr, ce système ligamentaire n'est pas accessible par voie externe, hein, même par voie interne, ça fait un peu loin quand même. Donc, et puis de toute manière, il n'est pas question de parler de voie interne aujourd'hui. Mais voilà, ce système ligamentaire est très difficilement accessible puisqu'il est dans le bassin, hein, il est absolument pas accessible à la palpation et accessible d'un point de vue technique externe en tout cas. Donc ce système sacro-iliaque antérieur va tapisser toute la partie antérieure du sacrum, ainsi que bien sûr une grosse partie de la partie antérieure de l'ilium, et va verrouiller, cloisonner un peu cette articulation sacro-iliaque. Nous avons dans un deuxième temps les ligaments sacro-iliaques postérieurs qui eux sont plus superficiels. Bien sûr, ils sont accessibles par voie externe puisqu'ils vont être dorsaux, donc ils vont être il va être possible d'y accéder d'un point de vue pratique. Bien sûr, il y a tout le massif fessier qui va le recouvrir et ça va être un peu une vision, enfin une palpation un peu indirecte, mais ces ligaments sacro-iliaques postérieurs vont se composer aussi de deux plans, un plan superficiel et un plan profond. Ils vont partir dans la partie postérieure de la crête iliaque et aboutissent à la crête sacrée latérale par 3 ou 4 faisceaux. Hein, donc, et ces ligaments vont aussi être appelés les ligaments iliotransversaires conjugués. Donc, on voit hein, partir donc de ces ligaments sacro-iliaques antérieurs et postérieurs, hein, qu'on va se situer purement et simplement dans un plan frontal, que ce sont effectivement tous les deux hein, des ligaments transversaires qui vont aboucher donc autour des foramènes sacrés, premier, deuxième, troisième et quatrième. On voit hein, que ici sur le schéma, si je fais une petite annotation comme ceci, voilà. On voit hein, tout cet aspect ligamentaire hein, qui va plutôt être donc, dans un plan transversaire, comme ceci, et qui va entourer, qui va accompagner ici, bien sûr, les foramènes transversaux. Il va donc y avoir une continuité conjonctive entre ces ligaments sacro-iliaques postérieurs, même les sacro-iliaques antérieurs, hein, et bien sûr les foramènes sacrés, et donc une continuité conjonctive un petit peu avec le système bilinéique hein, des nerfs sacrés, puisqu'on va se retrouver ici à la fois sur le plexus lombaire, hein, donc le plexus lombo-sacré, L5 et S5, qui va correspondre plus à la... Je vais juste l'escalier. Voilà, ici, on va effacer ça. Voilà. On va retrouver donc ici, je vais dessiner hein, les foramènes sacrés. Comme ceci, et vous savez très bien qu'il va y avoir des conduits neurologiques, puisqu'on va retrouver en L5S1 le nerf sciatique, et surtout ce qui va être très important dans les derniers des foramènes sacrés, c'est qu'on va être en continuité avec ce qu'on verra tout à l'heure, le plexus pudendal. Voilà. Alors, on va donc maintenant analyser la dernière partie des ligaments sacro-iliaques. C'est ce qu'on appelle les ligaments sacro-iliaques interosseux. Ces ligaments sacro-iliaques interosseux sont peu décrits, on n'en parle pas trop finalement. On s'attache plus à définir les ligaments sacro-iliaques antérieurs et postérieurs, et on s'intéresse peu effectivement aux sacro-iliaques interosseux. Effectivement, à l'intérieur même de cette articulation sacro-iliaque, qui n'est pas une articulation synoviale, hein, qui est une articulation très engrainée, très finalement qui bouge très peu, hein, qui est beaucoup plus plastique hein, que mobile, on va retrouver donc la présence de ce système interosseux, donc de ce système ligamentaire interosseux, qui va encore plus donner de solidité et qui va encore plus donner quelque part de contexte, de stabilité donc, de ce sacrum par rapport aux iliums. Donc c'est un puissant ligament hein, qui va s'insérer sur les tubérosités iliaques et qui aboutissent aux fosses criblées du sacrum,
Ces ligaments sont constitués de bandes fibreuses qui vont adhérer à la capsule en avant et sont recouvertes par le ligament postérieur en arrière. Donc on voit que si on veut dessiner un petit peu plus ce système ligamentaire, on va retrouver purement et simplement un système ligamentaire ici postérieur, un système ligamentaire ici antérieur et bien sûr un système interosseux. Okay. Donc on a véritablement 3 plans au niveau de ce système sacro-iliaque, 3 plans antérieur, moyen et postérieur qui vont stabiliser la sacro-iliaque. Les études ont montré aujourd'hui qu'effectivement la sacro-iliaque ne pouvait bouger de plus de 2-3 degrés grand maximum et que les mouvements de nutation et contre-nutation sont quand même relativement faibles par rapport à ce système articulaire qui n'a rien à voir avec une articulation telle une gingive ou telle une articulation poplio-fémorale, une articulation synoviale avec beaucoup plus de potentiel au niveau de la mobilité. On va beaucoup plus parler ici d'une plasticité articulaire, d'une motilité articulaire qu'une véritable mobilité articulaire donc au niveau de cette sacro-iliaque. On va maintenant passer au deuxième plan, donc le plan sacro-tubéraux, le plan un peu plus sagittal, même un peu parasagittal, les ligaments sacro-tubéraux. Ces ligaments sacro-tubéraux vont être disposés, comme on le voit ici sur le schéma, à partir donc de la tubérosité ischiatique, ici, et sur la face antérieure, un peu ici au niveau du sacrum et de l'ilium. On le voit ici représenté, je vais vous le représenter comme ceci en vert. Donc c'est un puissant système ligamentaire qui va réunir à la fois le sacrum et l'ilium, un peu comme des lames antéro-postérieures, dirigées dans un plan parasagittal, donc légèrement oblique vers l'extérieur. Et ce puissant système ligamentaire va être accompagné d'un autre ligament, un peu plus, cette fois-ci, il est un peu plus transversal, un peu plus perpendiculaire, appelé donc le ligament sacro-épineux. Il va donc y avoir, entre ces deux systèmes ligamentaires, un croisement. Donc on le voit ici, voilà, ce qu'on appelle une zone d'enclavement. Okay. Il va y avoir un croisement, une zone d'enclavement entre le système ligamentaire sacro-tubéral et le système ligamentaire sacro-épineux. Et on verra un peu plus tard que justement cette zone d'enclavement va correspondre à un passage d'un nerf, d'un système, du plexus sacré qu'on appelle bien sûr le plexus pudendal, et que cela va pouvoir, dans des cas traumatiques, effectivement engendrer des perturbations sur ce plexus pudendal et donc une pudendalgie, donc une pathologie bien connue qu'on appelle tout simplement la pudendalgie, avec ses douleurs très particulières au niveau des organes génitaux externes et internes, douleurs anales et toutes les complications que ça peut entraîner derrière par rapport donc à cette pudendalgie. Donc on retrouve par rapport à... Je vais effacer les dessins. Voilà. On retrouve donc ici un système un peu plutôt antéro-postérieur, perpendiculaire au système vu précédemment. On a vu qu'on avait un système sacro-iliaque antérieur, interosseux et postérieur qui était plutôt dans un plan frontal, qui était transversaire dans le plan frontal, alors que là, on a un système donc ligamentaire, le sacro-tubéraux et le sacro-épineux, qui va être beaucoup plus orienté dans le plan antéro-postérieur. Le ligament sacro-épineux, voilà, vu ici un peu de façon agrandie, voilà. Justement, c'est ce ligament, petit ligament, qu'on peut palper donc, au niveau de l'épine ischiatique. Lui, il va être perpendiculaire au ligament sacro-tubéral. On retrouve là, je vais faire en pointillé, ici derrière. Voilà. Et au niveau donc de la jonction du croisement entre les deux systèmes conjonctifs, on voit justement qu'il va y avoir la formation d'un canal, le canal d'Alcock, qu'on retrouve là.
je fais ici, voilà, le canal d'Alcock qui va justement laisser passage au plexus sacré, plexus pudendal, et c'est ça un peu une des origines de la pudendalgie, c'est cette zone d'enclavement entre le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéral. On retrouve, comme vous le voyez ici, les racines sacrés, les nerfs sacrés, qui vont nous donner ce plexus pudendal, le rapport bien sûr aussi avec le muscle pyramidal. On va terminer donc le système ligamentaire par les ligaments iliolombaires. Les ligaments iliolombaires vont se situer entre les deux dernières lombaires, la quatrième et la cinquième. On les voit ici, donc le faisceau supérieur, le faisceau inférieur, et on voit des expansions au niveau sacré et au niveau ilium, puisque on a ici une composante en trois faisceaux. On voit deux faisceaux principaux supérieurs et inférieurs, et un petit faisceau accessoire ici au niveau donc du sacrum et de l'ilium. Alors, les articulations lombosacrales sont renforcées par les ligaments iliolombaires. Ces ligaments fixent les deux dernières vertèbres lombaires au sacrum et vont se composer donc de deux faisceaux. Un faisceau supérieur qui part au sommet du processus transverse de L4 et qui aboutit à la crête iliaque, et un faisceau inférieur qui part du sommet et du bord inférieur du processus transverse de L5 et qui va aboutir à la crête iliaque en avant et en dedans du faisceau supérieur. Donc, ce système iliolombaire vient accompagner la stabilisation au niveau du bassin entre le sacrum et l'ilium, en amenant également donc une stabilisation des deux dernières lombaires, L4 et L5. Petite aparté, on voit bien que par ce système ligamentaire, les deux dernières lombaires vont être trilimitées dans le mouvement de rotation. L4, L5, ce ne sont pas des vertèbres faites pour tourner, ce sont beaucoup plus des vertèbres de la flexion-extension ou de l'inclinaison, mais qui vont être très très limitées dans les rotations avec très peu de degrés de rotation. Justement, par rapport à ça, je tiens un petit peu à rebondir sur le fait qu'on voit trop souvent des techniques lombaires faites en rotation, ce qu'on appelle tout simplement le lombarol, avec peut-être parfois une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension une mauvaise compréhension de cette technique où le paramètre de rotation est parfois un peu trop excessif. Juste un petit rappel, quasi 75% de la rotation lombaire s'effectue donc au niveau de D12-L1, et en dessous de L1, on ne retrouve que quelques degrés de rotation par étage, 2 à 3 degrés de rotation donc par facette articulaire, ce qui nous amène souvent à interpréter la technique lombarole comme un rôle lombaire. J'aurais préféré, malheureusement, qu'on l'appelle un peu lombaside ou lombacli, comme vous voulez, mais pour moi, les lombaires se corrigent beaucoup plus en inclinaison qu'en rotation, sauf bien sûr au niveau de l'étage D12-L1, où là, effectivement, puisqu'on n'est plus trop sur des facettes à orientation frontale comme les dorsales, et on n'est pas encore sur des orientations facétaires comme les lombaires, c'est-à-dire sagittales, on est un peu sur des systèmes une orientation facétaire entre les dorsales et les lombaires qu'on va retrouver aux alentours des 45 degrés. Et effectivement, là, le potentiel de rotation est un petit peu plus important. Alors, on va donc analyser un petit peu dans un plan tridimensionnel cette orientation donc, ligamentaire. On pourrait résumer. Voilà. Donc, ça va, tout va bien? Ok, tout le monde entend bien, pas de souci pour cette première partie. Donc, on va tout simplement résumer un petit peu ce qu'on a vu pour l'instant. On a vu qu'on avait un système ligamentaire riche, puissant, multifibrillaire. On a un système ligamentaire orienté par rapport à 3 axes, dans 3 plans. 3 plans différents. On a donc un plan complètement frontal, un plan transversaire, frontal. On a un plan parasagittal, et on va retrouver aussi un plan transversal, un plan axial,
hein. Donc, ce système ligamentaire va tout simplement avoir à la fois, bien sûr, un rôle mécanique, un rôle de soutien, de maintien, un rôle de tenségrité, c'est-à-dire qu'il va assurer la stabilité du bassin d'un point de vue force, hein, d'un point de vue répartition des forces, mais il va aussi jouer un rôle très important sur le plan proprioceptif. Parce que comme vous le savez, un ligament, bien sûr, hein, c'est un frein, hein, c'est une corde, un frein, hein, c'est un système conjonctif, hein, donc composé de collagène, hein, de réticuline et bien sûr d'élastine. Il y a donc des éléments fibrillaires dans le système ligamentaire. On peut le comparer bien sûr à une corde, mais cette corde a un potentiel d'élasticité puisque dans tout système conjonctif, on retrouve une substance fondamentale qui va pouvoir modifier ses capacités, bien sûr, soit d'absorber ou de libérer l'H2O. Il va donc y avoir un potentiel de plasticité au niveau donc, de système conjonctif. C'est ce qui en donne son aspect d'adaptabilité. Donc, on va retrouver aussi au niveau du système conjonctif, ou du système ligamentaire, un très riche contingent mécanorécepteur. On a donc des mécanorécepteurs très présents donc, au niveau de ce système, d'un point de vue histologique, hein, de ce système ligamentaire. Donc le système ligamentaire, quand on analyse un peu plus près au niveau du bassin, on va voir qu'il va jouer bien sûr ce rôle mécanique, ce rôle un peu de maintien, de soutien, hein, ce rôle de tenségrité, mais il va surtout aussi jouer un très gros rôle proprioceptif et en particulier bien sûr la proprioception statique. On va parler aussi un peu bien sûr de proprioception dynamique, mais là la proprioception dynamique hein, se fait tout simplement. Alors juste, attendez, j'ai quelques gens qui essaient de rentrer. Voilà. Donc la proprioception dynamique, hein, bien sûr, elle se fait au niveau de l'oreille interne par les canaux semi-circulaires, l'utricule et le sacule. Au niveau donc des canaux semi-circulaires, l'utricule et le sacule, on va retrouver une excitabilité donc, de ce système vestibulaire par accélération, par modification de la position et par automatiquement augmentation de l'accélération à la fois linéaire pour l'utricule et le sacule, horizontale et verticale, et bien sûr circulaire pour les canaux semi-circulaires. On a donc un peu un mouvement, enfin une notion un peu de complémentarité. Hein, on parle souvent hein, de la complémentarité sacrum-occiput, ilium-temporal. Et bien effectivement, hein, il y a une complémentarité entre le bassin, hein, le système sacro-iliaque, et le système occipito-temporal avec cette oreille interne, hein, où justement, ce que moi je peux interpréter comme un peu un équilibre statique, hein, une position statique, une proprioception statique en provenance du bassin, en provenance du sacrum et de l'ilium, et plutôt hein, une proprioception dynamique en provenance de l'oreille interne, les deux bien sûr fonctionnant en synergie et en totale complémentarité, puisqu'on n'est jamais réellement statique et bien sûr jamais non plus en totalité dynamique. Il faudra trouver un équilibre entre les deux. Alors, on va justement voir un petit peu ce système un peu autobloquant maintenant hein, du sacrum. Le sacrum que moi j'appelle la clé de voûte des clés de voûte. Effectivement, hein, on s'aperçoit quand on fait des radios avec le bon contraste hein, qu'on va retrouver les trames osseuses et que ces trames osseuses vont nous projeter un peu sur un système ici de trépied. Hein. Il va y avoir un peu un système autobloquant, un système trépied qui va nous servir tout simplement de répartition des charges. Alors, il y a un grand débat, hein. Le sacrum fait partie de la chaîne montante, le sacrum fait partie de la chaîne descendante. Effectivement, certains vont prétendre qu'il fait partie de la chaîne descendante puisqu'il reçoit les forces descendantes et d'autres vont prétendre qu'il fait partie de la chaîne montante puisqu'il reçoit les forces montantes. En fait, il est un peu les deux puisque finalement, il reçoit tout simplement à la fois les charges montantes et à la fois les charges descendantes. Quand on observe d'un peu plus près, encore une fois, ces trames osseuses, hein, on voit hein, clairement
qu'il y a ici, comme je vous le dessine en vert, hein, un axe direct entre le col du fémur, hein, la tête fémorale, le cotyle et le sacrum. On ne le voit pas bien ici, bien sûr, parce que c'est un dessin bidimensionnel en 2 dimensions, mais quand on regarde un bassin en 3 dimensions, on s'aperçoit qu'au niveau du cotyle, c'est la partie la plus fine de l'ilium. C'est la partie aussi où l'ilium change d'axe, l'ilium change de plan. On a plutôt la partie haute de l'ilium, hein, l'iléon, qui est dans un plan plutôt sagittal, et la partie basse, la branche pubienne, qui va être dans un plan frontal. Il y a donc une sorte de torsion, il y a une torsion au niveau de cet ilium. Cette torsion s'effectue donc au niveau du cotyle. Le fond du cotyle sur un vrai ilium sec, hein, ce qu'on voit très peu, parce qu'on a toujours l'habitude de montrer en cours, en formation, des modèles en plastique qui sont très trompeurs par rapport à la réalité. Hein, mais le fond du cotyle, quand on regarde sur un ilium sec, est quasiment transparent. Donc voilà, c'est la partie la plus fine du sacrum, tout simplement du lilium, pardon, tout simplement parce qu'en fait, on a un axe, hein, qui est représenté ici entre la sacro-iliaque et le col fémoral. Et on considère un petit peu l'ilium un peu comme une roue voilée, hein, qui vient se mouvoir, hein, autour de cet axe et qui vient quelque part s'adapter autour de cet axe. Je considère d'ailleurs, je vais vous représenter ici sur un dessin, voilà, on va faire un peu en rouge, voilà, comme ceci. Alors, on a cet axe, comme ceci, voilà, entre le col fémoral et la sacro-iliaque. Et bien sûr, on a un autre axe ici, au niveau donc du pubis, ce qui va former un trépied. Okay, trépied, donc le trépied qui, par définition, hein, augmente la stabilité, puisque vous savez que dès l'instant où on va augmenter le nombre de points d'appui, on va augmenter la stabilité. Et cet axe, hein, cet ensemble d'axes, en fait, va un peu comme sur un vélo, hein, orienter le reste de la roue. Et je pars du principe qu'effectivement, on peut toujours rouler avec 1 ou 2 ou 3 ou 4 rayons cassés. Bien sûr, hein, on va rouler beaucoup moins bien, hein, c'est clair. Hein, la roue va être voilée et ça va être beaucoup plus difficile. Mais on arrive quand même à un potentiel d'adaptabilité, on arrive quand même à pouvoir se véhiculer, pouvoir bouger. Là, c'est un petit peu le même principe, hein, c'est-à-dire que l'ilium va s'adapter, va trouver des systèmes d'adaptation par rapport à ces axes et va être en perpétuelle adaptabilité par rapport au sacrum, tout simplement dans la gestion de la répartition des charges et dans la gestion, bien sûr, la répartition des charges montantes et descendantes. Par contre, effectivement, un peu comme sur une roue, si l'axe casse, effectivement, le potentiel d'adaptabilité tombe, devient zéro et il n'y a plus du tout donc, de potentiel de répartition de charge. Donc, on a, à mes yeux, hein, donc, on a un système qui va être à la fois répartiteur de charge, hein, qui va servir plus de stabilité, qu'on va plutôt représenter par le sacrum, ici en vert, voilà, comme ceci. Accompagné, il est vrai, de pubis, okay, avec, comme vous le savez, on vient d'en parler, à la fois ce système ligamentaire qu'on vient de décrire, mais aussi les lames sacro-recto-gynéco-visico-pubiennes, hein, qui vont aussi, comme un système ligamentaire, puisque c'est un système conjonctif, donc c'est un système de maintien. Donc, ça va être un système un peu ici de stabilité qui va être représenté entre le sacrum et la région pubienne. Et autour de ça va se mobiliser, alors plutôt bien sûr une mobilité plastique, on est bien d'accord, hein, s'adapter, hein, de façon plastique, le l'ilium, voilà, que je représente bien sûr ici en rouge, qui va jouer beaucoup plus un rôle d'adaptation grâce aussi bien sûr à son puissant système musculaire. On parlera un peu moins de muscles aujourd'hui, hein, mais effectivement, on voit, hein, quand on analyse de façon anatomique cette région du bassin, on voit bien que la majorité, hein,
du système musculaire, je dis bien la majorité, pas du système musculaire, mais la majorité du système musculaire est bien plus présent et bien plus organisé autour de l'ilium qu'autour du sacrum. Au niveau du sacrum, on a un puissant système musculaire que vous connaissez qui est le pyramidal, le muscle piriforme, mais dans sa description, ce muscle piriforme, qui est bien sûr ici postérieur, on va retrouver là, parce que je dessine en pointillé, est un muscle stabilisateur de hanche, et beaucoup plus stabilisateur que mobilisateur de hanche. Donc, quelque part, ce muscle piriforme va venir un peu compléter ce système sacro-iliaque antéro-postérieur dans la stabilité, non pas de la sacro-iliaque, mais dans la stabilité de la coxo-fémorale. Pourquoi cette stabilité de la coxo-fémorale? Tout simplement, encore une fois, pour assurer une meilleure répartition de charge et une meilleure, bien sûr, proprioceptibilité, donc au niveau donc, du bassin. Donc, quand on analyse un peu cette position sacrée, cette position du sacrum, on la voit bien qu'au niveau du corps humain, elle est centrale, elle est à la fois pratiquement au milieu, entre le thorax et les membres inférieurs. On voit qu'elle joue un rôle, bien sûr, ce sacrum va jouer un rôle prédominant dans la gestion de l'équilibre, dans la gestion de la proprioception, dans la gestion de la station debout, tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'on est soumis à la gravité en permanence, et je pense que justement, beaucoup d'ostéos oublient ça, beaucoup d'ostéos oublient la gravité. Et c'est un peu dommage qu'on ne parle pas assez de gravité. On ne s'en rend pas compte puisqu'on vit en permanence dans cette gravité. Mais on est en permanence, donc on subit une pression qui est quand même très importante, 2,81 fois la masse. Et ce sacrum va être au milieu, on le voit ici, voilà, il va être au milieu un peu du corps humain et va véritablement un peu comme une rotule qui va servir un peu d'organisateur de toute cette proprioceptivité. Alors, on va continuer. Maintenant, sur une notion, bien sûr, qu'on ne l'oublie pas, une notion mécanique du sacrum qui vient un petit peu compléter ce que je viens d'énoncer, c'est bien sûr la relation sacrum-diurmère-occiput, donc qui est un tendron, tout simplement, cette diurmère, qui va, là on l'a représenté bien sûr de façon plutôt horizontale, mais on aurait très bien pu le représenter aussi de façon verticale, mais qui représente tout simplement un axe longitudinal puissant, conjonctif entre l'occiput, entre aussi bien sûr les membranes de tension réciproque. Et quand on parle de membranes de tension réciproque, on parle bien sûr de la faux et de la tente, et donc automatiquement le rapport avec aussi le temporal. Et on retrouve encore une fois donc cette notion, cette complémentarité entre le sacrum et toute la symphyse sphéno-basilaire et toute cette jonction occipito-temporale et cette relation dynamique qui existe entre les deux systèmes. On va maintenant passer à la deuxième partie, le sacrum neurologique. Alors, y a-t-il des questions pour l'instant? Ça va, tout va bien, vous m'entendez bien, pas de souci? Ok, et bien on continue. Voilà. On va donc aborder maintenant le sacrum neurologique. On a vu dans cette première partie l'importance du système mécanique sacré, le puissant système ligamentaire en rapport avec ce sacrum, la gestion de la répartition des forces, la gestion de la gravité, la gestion proprioceptive du corps humain face à la gravité. Nous allons maintenant analyser les rapports neurologiques présents donc au niveau du sacrum. Effectivement, le sacrum est en lien direct avec ce qu'on appelle le plexus lombosacré. Ce plexus lombosacré est un plexus, bien sûr, composé du système lombaire à partir de T12, L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4. On va retrouver à travers ce plexus deux parties, le plexus lombaire, T12, L1, L2, L3, L4, et le plexus
plutôt sacré, S5, S1 et S2, S3, S4. Juste pour quelques rappels, la jonction T12L1 va correspondre à ce qu'on appelle un peu le syndrome de Meigne. On va retrouver 4 arborescences neurologiques, le nerf ilio-hypogastrique, ilio-inguinal, fémoro-cutané latéral de la cuisse et génito-fémoral, qui vont, on voit d'ailleurs ici, on retrouve donc le génito-fémoral numéro 5 qui va traverser le psoas iliaque. Ici, l'ilio-hypogastrique et l'ilio-inguinal, et le fémoro-cutané latéral de la cuisse qu'on aperçoit ici qui va traverser le ligament inguinal. Donc, cette charnière T12L1 va aussi avoir, alors, bien sûr à distance, un rapport avec le sacrum, enfin le bassin, dans le sens où il va des douleurs de projection. Donc, on va retrouver au niveau de la crête iliaque, au niveau du ligament inguinal, au niveau de la région trochantérienne et au niveau de la région pubienne. Les racines L2, L3, L4 correspondent beaucoup plus au nerf fémoral, crural, avec toute la neurologie du quadriceps, du sartorius, de l'extension du genou, et aussi bien sûr la flexion de hanche. Et la racine L2, L3, L4 correspond aussi au nerf obturateur, avec ces deux branches antérieures et postérieures qui vont plutôt gérer l'innervation donc des muscles adducteurs. Et bien sûr, le nerf sciatique L5-S1, avec une petite branche aussi L4. Donc, on va retrouver L4, L5-S1 pour le nerf sciatique. L4, L5, S1, donc le nerf sciatique avec la neurologie de toute la face postérieure du membre inférieur, la neurologie bien sûr des ischio-jambiers, des pelvis trochantériens, pyramidal, bien sûr tout ce qui va être la neurologie du segment jambier, le triceps sural, et par l'innervation des nerfs fibulaires et des nerfs fibulaires profonds et superficiels, à la fois l'éversion et la flexion dorsale du pied. Voilà un peu comment, grosso modo, je ne refais pas toute la neurologie, bien sûr, du plexus lombosacré, comment se répartit un petit peu la neurologie autour du sacrum. Donc, effectivement, le système métamérique va nous conduire à une notion que les variables de régulation neurologique autour du sacrum sont quand même très importantes, puisqu'on va retrouver en L5, S1, S2, S3, S4, toute l'extension de la cuisse, l'abduction de la cuisse, la rotation externe de la cuisse, la flexion du genou, l'éversion, l'inversion, donc la flexion dorsale, la flexion plantaire du pied, et aussi bien sûr toute la neurologie du petit bassin avec le plexus pudendal. On verra après le système neurovégétatif, mais avec le plexus pudendal, et donc toute la neurologie sensitive des organes génitaux internes et externes. On regarde un petit peu plus en détail, donc je vous l'ai fait ici sur cette planche, donc ce nerf sciatique, donc on est vraiment là ici sur la correspondance sacrée. Donc, comme je vous l'ai dit, en T12L1, on va retrouver surtout l'ilio-hypogastrique, l'ilio-inguinal, génito-fémoral, avec ces deux branches fémorale génitale, fémoro-cutané latéral de la cuisse, donc qui est ici. Voilà, toute la partie haute. Ça, c'est le syndrome de Meigne. Donc, ce syndrome de Meigne qui va nous donner des douleurs trochantériennes, des douleurs de crête iliaque, douleurs également inguinales, douleurs aussi un peu dans les organes génitaux, surtout les organes génitaux externes, donc du scrotum en particulier. Attention, diagnostic différentiel avec la pubalgie. On retrouve la deuxième partie ici, bien sûr, le nerf fémoral. Le nerf fémoral, donc L2, L3, L4, avec toute la gestion, bien sûr, du quadriceps. Le nerf obturateur, pareil, donc L2, L3, L4, avec la gestion plutôt des adducteurs. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, beaucoup plus au niveau donc, du plexus sacré, L4, L5, S1, voilà, ici, qui va correspondre, bien sûr, au nerf sciatique. Et S2, S3, S4, même S5, voilà,
qui va correspondre beaucoup plus à ce qu'on appelle le nerf pudendal. On va retrouver sur les nerfs recto inférieurs, nerf coccygien, non coccygien, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le plexus pudendal. Pareil, attention, diagnostic différentiel avec une pubalgie, puisque ça va nous donner des douleurs, hein, bien sûr au niveau du pubis, des douleurs un peu au niveau des organes génitaux, hein, des douleurs un peu dans la région inguinale aussi. Donc, vous voyez que quand on va parler par exemple de pubalgie, hein, c'est un terme très global, puisque la pubalgie, on va retrouver, je pense que c'est peut-être l'endroit du corps humain où on retrouve le plus d'étiologie, hein. C'est pire que l'épaule. L'épaule est aussi un système très complexe puisqu'il est multifactoriel, multidirectionnel et les liens à la fois mécaniques, neurologiques et vasculaires de l'épaule sont très nombreux et très complexes. Au niveau du pubis, c'est encore pire puisqu'on voit déjà sur quelques notions neurologiques hein, qu'on peut avoir effectivement des douleurs pubiennes d'origine P12L1, L2. On peut avoir des douleurs pubiennes d'origine S2, S3, S4. On peut retrouver bien sûr des douleurs pubiennes d'origine pubis pure, hein, donc des dysfonctions pubiennes. On peut retrouver des étiologies musculaires avec un déséquilibre renvoi de l'abdomen adducteur. On peut retrouver bien sûr des pathologies du psoas, on peut retrouver des bursites du psoas, on peut retrouver des pathologies de la coxo-fémorale, des troubles de la coxo-fémorale, des dysfonctions de la coxo-fémorale, du pyramidal. On peut retrouver bien sûr des dysfonctions sacro-iliaques. Voilà, donc on a un lien direct avec les lames sacro-recto-génito-vésico-pubiennes, donc automatiquement une étiologie plutôt d'origine viscérale. On va retrouver bien sûr au niveau du pubis aussi le ligament pubo-vésical. Donc, encore une fois, une origine viscérale. Donc, voilà, l'étiologie d'une pubalgie est très complexe et demande bien sûr un bilan précis pour trouver une solution à nos patients présentant donc ce symptôme de la pubalgie. Et je vous avoue que bien sûr, j'ai maintenant plus de 20 ans de cabinet. Quand un patient vient avec une pubalgie, voilà, on se pose beaucoup de questions et on ne peut pas avoir de résultat à moins d'un miracle de la chance en une seule séance. Ça, c'est clair. On voit ici donc le nerf en schématique, hein, donc ce nerf sciatique, hein, donc avec toute sa partie haute, hein, sa partie crurale au niveau de la face postérieure de la cuisse, donc purement sciatique. Hein. Alors, on va retrouver bien sûr ici la bifurcation, hein, le nerf fibulaire commun qui va ici entourer, qui va cravater hein, la tête de la fibula et se diviser en deux parties, le fibulaire profond et le fibulaire superficiel. Et en continuité, bien sûr, de l'axe sciatique, on va retrouver les nerfs tibiales postérieurs, qui va être d'ailleurs en rapport direct avec l'artère tibiale postérieure, puisqu'il va être complètement satellite donc, de cette artère tibiale postérieure. Donc, vous aurez, je vais vous donner le PDF, donc vous aurez toute l'occasion de réanalyser un petit peu toute l'arborescence sciatique, qui est le nerf hein, le plus long du corps humain, aussi parfois dit le plus complexe, avec ses nombreuses ramifications et toute l'innervation qui rentre en jeu donc, par rapport à ce nerf sciatique. Voilà, je vous ai fait un petit schéma récapitulatif donc ici, hein, donc, avec donc, le nerf tibial antérieur, le nerf long fibulaire, les différents muscles innervés donc, par ces deux nerfs. On retrouve ici sur la face postérieure de la cuisse donc, ce nerf sciatique. Okay, qui majoritairement sort donc sous le pyramidal. Alors attention, effectivement, il y a des variations anatomiques. Hein. Ce nerf sciatique peut à la fois, avec ses deux racines, passer au-dessus et en dessous du muscle pyramidal. Il peut passer uniquement, je vais faire, voilà, en dessous. Ça, c'est la première. Ça, c'est l'anatomie classique, hein, donc le pyramidal passe sous le muscle pyramidal, hein, dans le canal infrapyramidal, au niveau de la grande échancrure ischiatique. Deuxième variation anatomique, on va retrouver une racine au-dessus, une racine en dessous. Okay. On peut retrouver aussi le muscle pyramidal au-dessus complètement, le nerf sciatique
au-dessus complètement donc, du muscle pyramidal. Et effectivement, la dernière variation anatomique, c'est le nerf sciatique qui traverse le muscle pyramidal. Attention, hein, les variations anatomiques, ça représente à peu près 10% donc, de la possibilité donc, du nerf sciatique de passer autre que sous le muscle pyramidal dans le canal infrapyramidal. Donc, petite réflexion là-dessus. Attention à ne pas toujours croire que le muscle pyramidal pince le nerf sciatique. On raconte souvent que la sciatalgie, cette fameuse douleur en raquette ici sur la face postérieure de la cuisse, qui peut être également bilatérale, à bascule, etc. On interprète souvent ça comme un nerf pincé, un nerf coincé, le nerf qui serait coincé donc, dans le muscle pyramidal. Attention, c'est pas vraiment ça l'étiologie. Enfin, moi, je ne l'interprète pas comme ça personnellement. Il faut aussi voir la vascularisation puisque ce nerf sciatique est vascularisé, comme tous les nerfs myéliques d'ailleurs. Donc, la gaine de myéline est vascularisée par des vasonervorums et que cette vascularisation se fait par l'intermédiaire de l'artère glutéale inférieure. Okay, donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'artère ischiatique. Cette artère glutéale inférieure est une branche terminale de l'artère iliaque interne. L'artère iliaque interne vascularise la coxofémorale via l'artère obturatrice interne, vascularise via l'artère pudendale tout le système gynécologique et le système petit bassin, et bien sûr va donner deux artères glutéales, la supérieure, on voit ici, l'artère glutéale supérieure, qui va vasculariser surtout le petit fessier et le moyen fessier, et cette artère glutéale inférieure qui va vasculariser le grand fessier et qui va vasculariser aussi, bien sûr, ce nerf sciatique, et les deux glutéales vont aussi vasculariser le pyramidal. Donc souvent, cette sciatalgie, je ne dis pas tout le temps, parce qu'il n'y a jamais de tout le temps en pathologie. Vous le savez, la pathologie est plurifactorielle, donc on peut avoir plusieurs étiologies possibles. Mais dans la majorité des cas d'un syndrome pyramidal, associé à une sciatalgie type douleur en raquette surface postérieure donc, de la cuisse, on retrouve un système congestif au niveau de ce système artériel, glutéal sud, glutéal inf, en provenance bien sûr d'une congestion sur l'artère iliaque interne, souvent liée bien sûr à une perturbation des organes du petit bassin. On va bien sûr penser à l'utérus chez la femme avec la congestion utérine qui peut être soit physiologique bien sûr, soit non physiologique, présence de fibrome, endométriose, etc. On va maintenant aborder donc l'aspect neurovégétatif. Voilà un peu le dernier aspect du système sacré. Donc, on a vu le système mécanique, on a vu le système neurologique pur, donc c'est-à-dire le système nerveux périphérique. On va maintenant voir le système neurovégétatif et aussi bien sûr système neurovasculaire. Le sacrum, c'est ce que j'appelle bien sûr la clé du petit bassin. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue rapport neurovégétatif, on va retrouver un très fort contingent neurovégétatif, à la fois orthosympathique, parasympathique, donc sur le sacrum, donc orthosympathique, parasympathique, qui va être lié à ce qu'on appelle le plexus hypogastrique supérieur et inférieur, qu'on va retrouver ici. Vous voyez tout ce contingent-là, voilà, avec le rectum. On voit les ganglions ici. Donc, je fais en rouge, voilà, ça c'est les ganglions latéraux-vertébraux, avec le dernier ganglion unique, le ganglion coccygien. On a les ganglions que je représente là. Bien sûr, on est beaucoup plus au niveau lombaire, au niveau télédouxélin. Ça, c'est les ganglions cœliaques, aortico-rénaux, mésentériques supérieurs. C'est ce qu'on appelle plus simplement le plexus solaire. On retrouve le ganglion mésentérique inférieur et on retrouve bien sûr les ganglions hypogastrique sup, et ici bien sûr hypogastrique 5, inférieur, avec, vous voyez, toutes les ramifications
je vais le faire en autre couleur. On va un peu mieux. On va prendre orange. Toutes les ramifications qu'on va retrouver ici, donc, au niveau du rectum. On voit l'utérus là. Et bien sûr, tout ce système neurovégétatif va être en rapport avec notre pièce sacrée. Donc, c'est ce qui va donner justement tout le côté neurovégétatif du sacrum. Le plexus sacré va être responsable de l'innervation somatique des organes génitaux et du membre inférieur. Il est issu des réunions des branches ventrales des nerfs L5, S1, S2, S3. Le plexus pudendal ou honteux, il va être responsable de l'innervation somatique motrice et sensitive du pelvis et le périnée, notamment donc les nerfs pudendales. Et le plexus pelvien, le plexus hypogastrique, c'est ce qu'on appelle les nerfs érecteurs Descartes. Donc ça, c'est l'innervation neurovégétative. Donc on voit qu'au niveau du sacrum, on a une jonction des neurologies, c'est-à-dire qu'on va retrouver de la neurologie tout simplement périphérique, de la neurologie dite somatique, donc plutôt motrice et sensitive, et on va aussi bien sûr avoir une neurologie beaucoup plus neurovégétative, à la fois orthosympathique, à la fois parasympathique, donc représentée par les nerfs érecteurs Descartes. Donc on voit quelque part que le sacrum va un peu, d'ailleurs, comme l'occiput. C'est pour ça qu'on retrouve, il y aura d'ailleurs une conférence bientôt sur l'occiput, parce que finalement, on va retrouver les mêmes notions au niveau de l'occiput. Gros contingent ligamentaire, gros contingent aussi au niveau neurologie périphérique, et on va retrouver bien sûr au niveau de l'occiput un gros contingent neurovégétatif avec le nerf vague, et avec les autres nerfs crâniens aussi neurovégétatifs, le 3, le 7, 10 et le 9. Mais on retrouve cette similitude quelque part au niveau du sacrum avec tout l'aspect neurovégétatif qui vient compléter donc le système neurologique périphérique, qui vient suppléer le système neurologique périphérique. Quelque part, moi, je considère le système neurovégétatif comme un intermédiaire, comme un adaptateur. Un adaptateur à la fois en plus et en moins, un régulateur, c'est le système d'autorégulation entre le système nerveux central et entre le système neuropériphérique. Les deux gros contingents neurovégétatifs du corps humain sont surtout présents, bien sûr, au niveau de l'occiput, au niveau du sacrum. Donc, on va retrouver effectivement, je vous ai mis un petit tableau avec, on va retrouver sur cette partie sacrée, gros contingent parasympathique et des jonctions, des liens avec l'orthosympathique et le système viscéral. Donc, le sacrum, c'est le parasympathique, à la fois, bien sûr, de toute la partie terminale du côlon, en partant de la dernière partie du côlon transverse, le tiers externe du côlon transverse, le tiers externe gauche du côlon transverse, l'angle gauche, le côlon descendant, le sigmoïde, le rectum, bien sûr, les organes génitaux, la vessie, et tout ce qui va être utérus, prostate, tout ce qui va être génital interne, génital externe, ça va être, bien sûr, le parasacré, mais au niveau de l'orthosacré, puisqu'il n'y a pas que du parasympathique au niveau du sacrum, il y a aussi de l'orthosympathique, on va retrouver également toute la partie terminale du côlon, donc les ovaires, un peu plus haut, les ovaires plutôt L3, L4, mais on va retrouver aussi toute la jonction un peu du sigmoïde, on va retrouver la partie terminale, le rectum, toute la partie terminale donc, du côlon. Donc, on va conclure sur justement cet aspect neurovégétatif du sacrum par les principes d'autorégulation, les principes bien sûr qui font que le sacrum est très orthosympathique, mais aussi très parasympathique. Donc, il va jouer un rôle prépondérant dans la gestion de l'homéostasie. Et justement, on parle d'axe, encore une fois, occiput-sacrum, par cette gestion de l'homéostasie et cette complémentarité avec le paraduo, le paravague, et tout l'aspect parasympathique du nerf vague,
Alors, je vous invite aussi à voir, je vous montrerai la bibliographie à la fin enfin, à la fin du cours. Hein, je me suis inspiré un peu d'Éric Marien et effectivement sa théorie polyvagale qui est très intéressante et que je vous conseille. Hein, je vous conseille fortement cette bibliographie car c'est vraiment très, très complémentaire et très intéressant. Donc, résumons un peu ce qu'on a vu pour l'instant. On a vu que le sacrum, c'était finalement un magma conjonctif. Le sacrum est fortement lié à l'aspect conjonctif, à l'aspect du tissu conjonctif. Juste pour vous imaginer un peu ça, quand on n'a plus trop l'occasion de faire des dissections bien sûr, mais j'ai eu l'occasion de faire une dissection une fois sur le sacrum. Je peux vous dire qu'avant d'aller toucher l'os, avant d'aller gratter l'os, il y a un bon magma conjonctif à enlever. Donc effectivement, je considère moi un peu le sacrum comme un magma conjonctif, hein, où finalement le sacrum il est mécanique, oui, mais sa mécanique elle est finalement neurologique. Le sacrum, on l'a vu, hein, est neurologique, et le sacrum viscéral, mais il est finalement aussi neurologique. Donc moi, je prends en considération que effectivement, ce magma conjonctif, à la fois conjonctif mécanique, à la fois conjonctif neurologique et à la fois conjonctif neurovégétatif, fait que le sacrum est pour moi totalement réflexe. Ce sacrum totalement réflexe, totalement conjonctif, pourquoi ne pas le traiter en technique réflexe? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, quel traitement pour la pubalgie en ostéopathie? Alors là, la question est très, très difficile et très difficile, très large. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de recette en ostéopathie, il n'y a pas encore moins de recettes en pubalgie. Effectivement, mon approche de la pubalgie est déjà une approche locale. Vérifier tout simplement la mécanique locale, la mécanique de la coxo-fémorale, la mécanique du pubis, la mécanique de la sacro-iliaque, et ensuite, bien sûr, analyser les différentes composantes, les différentes variables de régulation. Les différentes variables de régulation, alors elles peuvent être bien sûr la régulation mécanique, donc on va aller chercher la charnière des 12 élans, on va aller chercher bien sûr la hanche, le genou, tout l'aspect postural, bien sûr, sur cette pubalgie, l'aspect mécanique musculaire, c'est-à-dire la balance d'équilibre entre les grands droits de l'abdomen et le grand adducteur et le long adducteur, hein, les cisaillements possibles au niveau de la branche pubienne. Elle peut être aussi une origine inguinale, hein, c'est-à-dire il peut y avoir un aspect, une faiblesse inguinale. Donc, et cette faiblesse inguinale va entraîner tout simplement une hernie inguinale et ça peut donner des pubalgies. Et avant d'arriver à l'hernie, il peut y avoir une zone d'enclavement importante avec le nerf génitofémoral, avec sa branche inguinale, donc la branche pubienne quelque part du génitofémoral, qui va passer dans la lacune vasculaire, qui, comme vous le savez, la lacune vasculaire est un peu plus fragile, un peu plus souple que la lacune musculaire. On va pouvoir retrouver aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, des origines purement viscérales, donc avec l'aspect vessie, l'aspect lame sacro-recto-génito-vésico-pubienne. Voilà, on pourra retrouver des connexions à distance avec des 12 L1, avec ce syndrome de Meigs. On pourra retrouver bien sûr aussi une possible hypertonicité du psoas. Bon, je vous donne quelques pistes comme ça, mais le traitement de la pubalgie, ça pourrait pratiquement faire partie d'un cours complet. Et le traitement de la pubalgie ne se résume pas en 5 minutes, mais on pourrait y passer un week-end sans problème. Quelles sont les autres origines qui peuvent provoquer une sciatalgie? Encore une fois, c'est toujours pareil. Alors, on peut avoir des origines viscérales, on peut avoir des origines, bien sûr, musculaires. Une hypertonicité du pyramidal peut être d'origine posturale, ça peut être faisable. Des dysfonctions sacro-iliaques, tout simplement. On peut retrouver une perturbation vasculaire, des troubles au niveau de la coxo-fémorale. Également, bien sûr, une origine pubienne. Encore une fois, la sciatalgie est un symptôme, ce n'est pas une maladie. Donc la sciatalgie est un symptôme, c'est une douleur sur le territoire du nerf sciatique, n'est pas une sciatique, donc n'est pas une souffrance du nerf, mais plutôt une dermalgie réflexe.
donc sur ce territoire du nerf sciatique. Et il faudra, bien sûr, on peut aussi avoir une correspondance métamérique avec tout ce qui va être innervé, toute l'innervation L5 et 5, donc l'innervation du sigmoïde, du rectum, de la vessie, d'organes génitaux, encore une fois. Donc voilà un petit peu les différentes pistes qu'on peut étudier et qu'on peut analyser donc sur la sciatalgie. Pourquoi un ligament inguinal se mettrait en tension? Tout simplement par dysfonction, aussi parfois d'ordre traumatique. On peut retrouver aussi, bien sûr, d'autres cas, tout simplement une psoïte, donc inflammation du psoas. On peut retrouver des iliomes postérieurs, on peut retrouver des upslips, donc ce qu'on appelle les 3 points hauts. Donc on va pouvoir avoir de temps en temps soit d'origine mécanique, soit d'origine musculaire, soit parfois aussi tout simplement, on peut avoir pourquoi pas une origine tumorale ou une origine inguinale, qui mettrait aussi des tensions au niveau du ligament inguinal et provoquerait donc des douleurs dans la région pubienne et dans la région inguinale. Okay. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, je suis là pour ça. On a fait un peu le tour dans cette première partie des éléments à la fois mécaniques, des éléments vasculaires, neurovasculaires et des éléments neurologiques. J'en ai personnellement, moi, déduit que effectivement le sacrum, il était plutôt réflexe quand même, puisque très innervé. Donc, pourquoi pas justement utiliser des techniques qui vont nous amener au réflexe et des techniques qui vont nous amener à utiliser beaucoup plus l'aspect réflexogène du système et tout simplement pour obtenir une réponse. Qu'est-ce qu'un réflexe ? C'est tout simplement une action qui va entraîner une réaction, action-réaction. Désolé. Donc, au niveau de cette zone sacrée, je vais plutôt, moi, personnellement, utiliser des techniques, ce qu'on appelle bref, intense et isolé. Alors, en structuré, on appelle ça aussi haute vélocité. Mais l'idée, c'est d'aller quelque part entraîner, amener une information, générer une information, faire passer un message, obtenir quelque part une stimulation. On va stimuler donc cette zone sacrée. En particulier, on va se servir du conjonctif puisqu'il est très présent. Le conjonctif étant fortement innervé, le conjonctif présentant des mécanorécepteurs, on va quelque part aller stimuler ces mécanorécepteurs qui, par voie réflexe, vont entraîner une réaction essentiellement orthosympathique. C'est tout simplement le fight or flight. Dès l'instant où je vais stretcher, dès l'instant où je vais informer, dès l'instant où je vais bousculer, vibrer, dès l'instant où je vais thruster, mais attention, avec la notion d'un thrust sous très très faible amplitude, mais par contre avec une vitesse élevée, on va provoquer tout simplement ce qu'on appelle un stretch réflexe. Ce stretch réflexe, par voie tout simplement neurologique, par réflexe orthosympathique, va nous amener une hypervascularisation. Alors d'abord vasoconstriction, suivie de vasodilatation réflexe, proportionnelle à cette vasoconstriction. Et cette vasodilatation va nous amener une modification chimique au niveau donc, du tissu conjonctif. Il va y avoir ce qu'on appelle un orage vasculaire conjonctif et une modification fibrillaire, une modification tout simplement de la substance fondamentale. Alors, on verra dans la bibliographie, mais je peux vous mettre en référence d'aller voir les vidéos de Guimberteau, Voyage sous la peau. Jean-Claude Guimberteau, donc, qui est un chirurgien plasticien qui a travaillé avec des ostéopathes. Ces vidéos sont très connues, vous les trouvez très facilement sur Internet. A démontré effectivement un sous-anesthésie générale par endoscopie. Donc, il n'y a pas d'effet placebo, il n'y a aucune participation du patient puisqu'il est sous anesthésie générale. Donc, c'est du réflexe archaïque, tout simplement, du réflexe métamérique. Et il a démontré sous endoscopie effectivement que la main thérapeutique avait un effet direct sur ce tissu conjonctif, à la fois d'un point de vue vasculaire, puisque ça va entraîner cette hypervascularisation, cet orage vasculaire
va entraîner tout simplement un bouleversement chimique au niveau de ces substances fondamentales, mais on voit aussi, bien sûr, une modification fibrillaire et une modification un peu de l'orientation fibrillaire et surtout de la mobilité fibrillaire intraconjonctive. Donc, on va passer un petit peu en revue les techniques réflexes. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous montrer toutes les vidéos, hein, c'était surtout de vous présenter qu'est-ce que pour moi est le sacrum réflexe. Alors, voilà, je vais vous montrer quelques aspects donc, des techniques que moi j'utilise. Alors, effectivement, dans cet aspect sacrum réflexe, on ne peut pas oublier ce qu'on appelle la globale du bassin. Donc, la globale du bassin est pour moi la technique reine, puisque cette globale du bassin est une technique structurelle qui va intéresser les 3 systèmes ligamentaires donc, en même temps. Hein. Donc, on va à la fois avoir un aspect mécanique, un aspect neurologique, surtout un aspect neurovégétatif et proprioceptif. On va organiser donc, une mise en, si on peut appeler ça une mise en tension, moi j'appelle plutôt un slack, hein, une organisation tridimensionnelle, puisque les ligaments sont orientés dans les 3 plans de l'espace. Ça, bien sûr, c'est une technique très difficile, ce que j'appelle la technique de Jeff. Pourquoi la technique de Jeff? Tout simplement parce que c'est une technique qui a été décrite par Jean-François Terramorci. Et il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Et effectivement, voilà, c'est une technique qui est très importante, la technique reine, hein, c'est la technique magique sur le bassin et qui a été effectivement étudiée, analysée, décrite et pratiquée et enseignée avec rigueur par Jean-François Terramorci. On retrouve aussi, bien sûr, d'autres techniques réflexes directs, dit recall, inspirées un peu des techniques chiropractiques. Hein, donc, on peut utiliser ce qu'on appelle un drop lombaire. Il n'y a pas de mise en tension, hein, ce n'est que de l'impaction pure, hein, que de techniques directes, réflexes pures, okay, où là, on va encore une fois s'intéresser au système ligamentaire. On va informer le système ligamentaire par une impulsion, ce qu'on appelle un toggle recall ou un recall. Alors, bien sûr, il y a différentes modalités entre les deux, dont le but est purement réflexe et purement informatif. On utilise aussi les techniques ligamentaires. On fait soit en inhibition, soit en stimulation, un peu inspiré donc, des techniques qui avaient été décrites par Monneron. Donc, Monneron, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était un pharmacien qui habitait dans la région d'Anvers et qui avait découvert une technique de crochetage, d'information tissulaire par l'intermédiaire d'une rebouteuse. Il a développé cette technique. Et il en a fait tout simplement sa technique et il l'a enseignée. Encore aujourd'hui, elle est enseignée par sa fille, Françoise Monneron, donc qui est une technique donc, de stimulation réflexe qui a été reprise après, un peu avec des modalités différentes, mais avec un peu le même aspect par les techniques dites neuromatées, les techniques aussi d'orthopraxie de Safin. Donc voilà, ce sont tout simplement des techniques de stimulation réflexe ligamentaire qu'on retrouve beaucoup dans le monde du reboutement. Donc les rebouteux utilisent encore beaucoup ce type de technique. Alors ils le font bien sûr sur du système ligamentaire, ils le font sur du système tendineux, ils le font sur du système neuroménager, donc avec des modalités un peu différentes, des applications un peu différentes, mais voilà, on retrouve ce côté un peu structurel finalement conjonctif, cette stimulation conjonctive à travers les techniques de reboutement, les techniques un peu de tissu mou sur bien sûr tout le corps humain, là où il y a du système conjonctif. Voilà un petit peu, alors je vais passer quelques vidéos pour montrer un peu de structurel, voilà un petit peu l'aspect des techniques, il y en a d'autres, bien sûr, on aurait pu parler aussi des techniques viscérales, la grande manœuvre dynamogénique par exemple. Moi je fais une technique beaucoup plus
finalement dynamique et beaucoup plus réflexogène sur cette grande manœuvre dynamogénique. On pourrait bien sûr parler des techniques, encore une fois, neuroménagées, les techniques aussi d'inhibition de Jones au niveau du muscle pyramidal, des techniques également myodétensives sur le muscle psoas. Voilà. Il existe de nombreuses techniques à but réflexe, à but sur l'ensemble du système sacrum. Il existe bien sûr de nombreuses techniques à but réflexe. Encore une fois, en fonction de la symptomatologie, en fonction de l'anamnèse, en fonction bien sûr du bilan ostéopathique que vous allez faire par rapport à la plainte du patient, finalement, vous allez tout simplement analyser les différentes composantes, c'est-à-dire les composantes mécaniques, les liens mécaniques qui peuvent amener cette symptomatologie, les liens neurologiques, les liens métamériques, parfois dermalgiques, qui peuvent amener cette douleur en rapport avec la région sacrée, les liens neurovasculaires, et vous allez, comme ça, donc établir un traitement, établir une stratégie thérapeutique. Voilà, l'ostéopathie, ce n'est pas du hasard. L'ostéopathie, c'est avant tout une stratégie thérapeutique en fonction d'une plainte, en fonction d'une anamnèse, en fonction de tests et en fonction, bien sûr, encore une fois, de l'anatomie, de la neurologie et de la physiologie. Tout n'est que pour moi anatomie, neurologie et physiologie. Je ne mets pas de côté l'aspect émotionnel et l'aspect, bien sûr, métabolique. Mais ce n'est pas forcément ma priorité dans le sens où ai-je les armes aujourd'hui pour traiter l'émotionnel de mon patient? Suis-je assez qualifié? Ai-je la formation nécessaire pour aller sur le terrain émotionnel et sur le terrain psychosomatique? En toute humilité, je n'en suis pas sûr. Donc, effectivement, on peut toujours conseiller son patient, on peut toujours donner un peu ce qu'on appelle des règles d'hygiène de vie. Ça ne doit pas être des leçons d'hygiène de vie. Donc voilà, ça doit être des règles d'hygiène de vie et surtout plutôt des conseils d'hygiène de vie. Voilà, c'est plutôt ça le mot que je cherchais. Donc donner des conseils d'hygiène de vie et non pas des leçons d'hygiène de vie. Donc je n'ai rien à imposer à mes patients. Et finalement, j'essaie de les traiter de façon pragmatique, de façon simple, encore une fois, en se basant sur de quoi est composé le corps humain, sur l'aspect mécanique, neurologique et vasculaire. Et bien sûr, cet aspect psychosomatique, il rentre en jeu, mais quand je suis dépassé, j'oriente et j'envoie vers qui de droit. Donc, ce cours, voilà, cet exposé que je vous ai fait ce matin, j'ai mis la bibliographie de ce que j'ai un petit peu utilisé, le Néter, bien sûr, le Rouvière, le Marib, donc les cours aussi que moi j'ai eu à l'école d'ostéopathie de Genève, donc de 2002 à 2006. Jean-François Terramorci, bien sûr, le livre de Jean-François Terramorci, le système nerveux autonome, la théorie polyvagale, le développement psychosomatique d'Éric Marien, et le système neurogétatif et ses troubles fonctionnels de Roger Caporossi. Voilà un petit peu les bibliographies que j'ai utilisées pour présenter un petit peu cet exposé. Et je vais vous montrer pour terminer donc quelques vidéos. Alors vous pourrez retrouver bien sûr toutes ces explications sur le site ostéostructure.com. Il existe aussi un groupe Facebook sur lequel on partage, on débat, on partage, voilà, la vie de chacun. Encore une fois, l'idée n'est pas d'imposer des techniques, mais de proposer des techniques et je pense que l'ostéopathie a aujourd'hui beaucoup d'avenir dans le sens où on dit toujours qu'il y a autant d'ostéopathie qu'il y a d'ostéopathes, il y a différents points de vue. Effectivement, il faut respecter les différents points de vue, c'est important, le respect avant tout, mais il faut aussi partager ces points de vue et ne pas les garder pour soi. Alors, on va voir ensemble quelques vidéos. Alors, voilà. Hop, je vais fermer ça. Alors, ah oui, attendez. Voilà, je vais essayer de trouver ça. Ça, on ferme. Voilà. Alors, on fait par exemple ici, sur cette vidéo, ce que j'appelle un peu une manipulation structurelle réflexe.
Voilà. Oui, alors pour les adresses mail, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous la donner tout de suite après. Je termine par les vidéos et je vous donne tout de suite après donc l'adresse mail. Voilà. Donc on voit ici hein, que j'utilise bien sûr la verticalité. Alors, on revient un petit peu en arrière. Voilà. On va faire un petit arrêt sur image ici. Alors, ce qui est important un peu dans cette technique du sacrum, si on va la noter, je vais utiliser une autre couleur, plutôt une couleur verte. Effectivement, donc on voit hein, qu'il y a ici donc ce qu'on appelle une ligne de trust. Alors attendez, voilà, ce qu'on appelle la ligne de Graal, la ligne de trust. On va retrouver bien sûr le contre-appui et l'aspect gravitationnel, c'est-à-dire l'utilisation un peu du centre de gravité pour truster. L'utilisation de ce centre de gravité pour truster va nous amener à effectuer un trust qui ne va pas être un mouvement, mais un ébranlement. Le trust est une énergie, décrite par une énergie cinétique, un demi de mv carré. On va donc utiliser un peu l'équation masse-vitesse. Alors, si je vais refaire un peu ce schéma, parce qu'il n'est pas tout à fait réaliste. Alors, on va retrouver ici le centre de gravité et j'aurais dû faire en rouge, effectivement, l'aspect contre-appui, comme ceci. Voilà, avec ce trust qui va s'effectuer entre appui contre appui, entre les deux coudes, et justement où il n'y a surtout pas de rotation du haut du corps. Vous voyez, il n'y a surtout pas de rotation du haut du corps pour ne pas amener de rotation lombaire et pour ne pas amener de cisaillement lombaire. Pourquoi ne pas amener de cisaillement lombaire? Tout simplement parce que les lombaires, ça ne tourne pas. Donc, ce n'est pas fait pour tourner. On ne va pas les faire tourner. Et encore une fois, ce qui m'intéresse ici, ça va être d'informer la région sacrée, le sacrum, la base sacrée, et non pas le système lombaire. Donc, ce trust à équation variable, hein, c'est ce qu'on appelle tout simplement le trust à densité variable, est représenté par mv carré. Okay, où on va utiliser une composante masse qui va être le poids du corps, c'est pour ça qu'on travaille sur table basse, hein, pour pouvoir transférer de l'énergie. Et on va utiliser bien sûr la vésicité, la contraction, alors non pas la contraction des biceps, hein, non pas la contraction des grands pectoraux, mais beaucoup plus hein, la contraction des sous-claviers, des petits pecs, de l'enconé, parce qu'on va utiliser les petits muscles, des muscles beaucoup plus qui fonctionnent par explosivité, pour pouvoir donc générer cette énergie. Je vous montre. Allez. Au moment du trust, on voit très bien ici hein, le plan vertical. Donc, le plan vertical. Voilà. Qui va passer donc à travers le sacrum et encore une fois, surtout pas le cisaillement. Alors bien sûr, on va utiliser, on le verra sur d'autres vidéos, ce qu'on appelle un kick, mais un kick qui n'engendre pas de rotation. Alors bon, voilà. Ça aussi, c'est une notion qui est importante. Alors, je vais effacer les dessins. Hop. Voilà, comme ceci. Et je vais vous montrer donc cet aspect kick sur un autre plan. Voilà, on voit bien ici hein, que je repose le patient sur la table. Vous voyez ici, hein, on le voit sur cette vidéo, le rachis lombaire est complètement en dérotation. Okay, il est complètement vertical. Il n'y a surtout pas de rotation au niveau du rachis lombaire, surtout pas de cisaillement au niveau du rachis lombaire. Si j'annote, alors on retrouve, on va faire ça comme ça, voilà. On voit ici donc le centre de gravité qui arrive au niveau du sacrum. Et encore une fois, la composante trust avec le contre-appui au niveau du coude. Et surtout pas le contre-appui au niveau de la main. Ça, c'est vraiment très important. Il va toujours falloir truster entre ses coudes et ne pas cisailler le patient. Et on voit bien qu'ici, le rachis lombaire est complètement droit, okay, et pas torsadé.
Présence du kick aussi. Alors voilà, le genou ici un peu comme ça sur la cuisse. Le kick, attention. Ce n'est pas une rotation, mais souvent quand on voit le kick, quand on voit faire le kick, il amène une rotation du bassin. Surtout pas. Le kick doit ouvrir les sacro-iliaques. Et pour ouvrir les sacro-iliaques, il va falloir avancer le genou, comme ceci, faire une flexion de hanche, okay, accompagnée d'une extension de genou. Mais cette flexion de hanche et cette avancée du genou vers l'avant est véritablement très importante, car elle permet de prendre un point d'appui sur le pubis, de transférer notre poids de corps à travers le pubis du patient et en ayant son poids de corps sur le pubis du patient, de s'en servir comme point de rotation finalement qui va ouvrir les sacro-iliaques au moment du thrust. Si vous faites une rotation, on verra après sur une autre vidéo. Alors, on va le voir ici. Voilà. Je vais vous agrandir cette vidéo si vous voulez. Voilà, ça c'est vraiment très important. On voit ici sur donc, cette vidéo, le pied effectivement va descendre, mais on ne voit pas bien sûr là, mais le genou va avancer. Il ne faut surtout pas que le bassin tourne comme ceci. Okay, parce que sinon, qu'est-ce que ça va faire? On va tout simplement écarter les deux EIS. En écartant les deux EIS, on referme les deux EIPS. Donc, on va travailler sur de la contrainte articulaire, non pas sur la libération articulaire. Et surtout, le grand défaut, ça va être d'amener de la rotation lombaire, ce qu'on ne veut surtout pas dans cette technique. Alors, le thrust est en direction du rachis lombaire et non de la base sacrée. Non, non. On regarde. On est entre S1 et L5. Voilà. Là, la base sacrée est là. Donc, on voit, voilà. Avec le pisi, donc si je représente le pisi, ici, voilà. La base sacrée est ici et on va thruster. Alors, pas vraiment dans ce plan-là parce que non, ça c'est pas bon. Alors, on va recommencer. Voilà. La base sacrée est là et alors, on ne peut pas le voir ici sur cette vidéo-là, ok, mais on thruste bien entre le sacrum, l'ilium et L5. Alors, on va refaire ça. Je vais essayer de retrouver une autre vidéo. Là, donc là, ici, on n'est plus sur la globale du bassin. Donc la globale du bassin, le thrust va se faire dans cette direction. Dans cette direction et non pas dans cette direction. OK? Donc, dans la direction de la base sacrée. Voilà, donc je vous ai montré quelques aspects techniques qu'on peut utiliser sur le sacrum. Il y en a bien d'autres, bien sûr. On ne peut pas résumer en quelques minutes, une petite heure, donc toutes les techniques qui existent au niveau du sacrum. Ce que je voulais surtout aujourd'hui, déjà, c'était de communiquer un peu avec d'autres ostéopathes. C'est déjà une première chose, de partager un peu mon expérience, de partager aussi une matinée conviviale avec vous autour du sacrum. Ah oui, alors est-ce que vous pouvez donner le nom du chirurgien? C'est Guimberto. Alors attendez, je vais vous le trouver. Je vais vous passer le lien. Voilà, ici. Guimberto. Hop. Voilà. Jean-Claude Guimberto. Voilà. Voilà. Jean-Claude Guimberto. Okay, vous retrouverez facilement sur Internet. Allez voir les vidéos, elles sont vraiment très bien. Et elles vont vous montrer justement l'aspect un petit peu tissu conjonctif.
Ok, donc voilà, ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, bah, c'était un peu ma vision du sacrum. C'est un peu l'aspect réflexe du sacrum. Encore une fois, il y a d'autres aspects, c'est sûr et certain, hein, je n'en déconviens pas. Mais le but, voilà, le but était de partager une petite heure et demie avec vous à travers ce sacrum. Je vous donne mon adresse mail. Ici, donc, je vous donne mon adresse mail. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail sans problème et je vais donc monter la vidéo là cet après-midi et puis vous la transférez, vous allez recevoir un lien Dropbox et puis vous pourrez télécharger donc cette vidéo. Je vous transfère également les autres vidéos que j'ai fait. Donc j'ai fait des vidéos sur le système neurovégétatif, j'ai fait des vidéos aussi sur C2, j'ai fait des vidéos aussi sur la chaîne montante, donc je vous retransférerai tous les liens, comme ça bah, vous aurez un peu de contenu gratuit pour améliorer un peu votre pratique, améliorer aussi parfois votre conception des choses, ouvrir votre esprit. Hein, encore une fois, hein, alors par mail, je vais mettre par mail, voilà. Je vais vous transférer ça par mail. Ok. Donc, encore une fois, hein, l'idée est de partager un maximum de contenu pour faire avancer la profession, pour partager ensemble et amener des débats qui, j'espère, seront constructifs. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite, oui, il y a une formation Sacrum alors elle n'est pas prévue en France, elle est prévue à Mons, à la frontière française. Mais il y en aura une en France, à Lille, en fin d'année. Donc ça, c'est sûr et certain. En fait, vous retrouvez hein, toutes les formations sur ostéostructure.com. Je vous repasse ostéo-structure.com. Voilà. ostéostructure.com, vous allez retrouver les formations et les formations donc fin mars. Alors bien sûr, si les conditions sanitaires le permettent, encore une fois. Alors pour l'instant, effectivement, les formations sont maintenues. On essaie de les faire comme on peut. Il y aura une formation sur le sacrum qui s'appelle Tout sur le sacrum à Mons, sur la frontière belge. Donc frontière franco-belge, fin mars, donc je crois que c'est le 27 et le 28 mars, vous retrouvez tout sur le site internet. Donc, formation consacrée uniquement au sacrum avec, on revoit bien sûr en détail tout ce qu'on a vu ce matin, l'aspect mécanique, neurologique, vasculaire, etc. Et toutes les techniques qu'on peut rencontrer, que moi j'utilise personnellement dans mon cabinet à Maubeuge, donc dans le nord de la France. Je vous souhaite un super dimanche, une bonne après-midi. Faites attention à vous et courage dans vos cabinets malgré les conditions sanitaires. Merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup de votre écoute. Je vous remets une dernière fois mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir la vidéo donc en streaming. Ah, je vais refaire. Pardon, j'ai tout le monde. Voilà, bon dimanche à tout le monde.